Maintenant, j'aimerais inviter Monsieur Clé à prendre la parole. Vous avez travaillé pendant plusieurs instances de santé où la communication est essentielle pour la prévention, la pédagogie auprès des publics cibles, la diffusion des messages, le changement des comportements, etc. Et pour vous, la communication est déjà de l'action publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bonjour à tous, merci pour votre question. Oui, effectivement, alors moi je suis responsable pédagogique de ce master conseil éditorial et par ailleurs j'ai travaillé quand même pas mal de temps dans le domaine de la santé et du social médico-social, enfin en tout cas des politiques sociales à l'Espace éthique Île-de-France, d'abord au sein de cette belle institution de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. Et puis ensuite, maintenant, au sein des services du Premier ministre au comité interministériel du handicap, où je travaille avec les équipes du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et c'est de là que je vais partir, parce que, euh, en effet, on pense souvent la question comme un simple relais d'information. Une fois que, un responsable politique a pris une décision, on va la communiquer. Une fois que, une recherche a été faite dans le domaine de la communication scientifique, on va faire un communiqué de presse, un article. On pense souvent la communication comme de l'après-coup. Un événement a lieu et finalement, on va devoir réfléchir autour de cet événement. Et ce qu'on voit dans le domaine finalement de la santé, ce qu'on voit dans le domaine du médico-social. Et là, je vais un peu élargir la réflexion, même en dehors de la communication publique à proprement parler, c'est que l'information et la communication ont leur importance à part entière. Et d'ailleurs, ça a même été un tournant dans le domaine de la santé avec la loi du 4 mars 2002 pour le droit des patients et des usagers de la santé et la qualité du système de soins, qui a promu précisément l'information du patient. Et l'information du patient, ça signifie que le patient est capable de recevoir l'information, protégée par le secret professionnel et la confidentialité, et que, il est capable à partir de là de prendre une décision, de consentir aux soins ou de les refuser. Et donc on voit ici que finalement cette transmission de l'information, elle est fondamentale dans le changement du statut d'usager au tournant des années 2000, dans les années 2000. Donc le statut du patient a profondément changé à ce moment-là. Le patient est considéré, enfin, s'autodétermine. Le rôle des soignants est à présent d'accompagner le patient dans sa démarche et dans son parcours de soins. On est davantage dans l'autodétermination et finalement, c'est un peu ce qui fait naître aussi, enfin, c'est dans le mouvement en tout cas, de ce qui fait naître l'idée de société inclusive. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans cette loi, justement, on parle pas beaucoup de communication, on parle beaucoup d'information. Et à part l'idée d'avoir un entretien individuel avec les équipes de soins, il n'y a pas l'idée de rendre cette information-là accessible, compréhensible, et que finalement l'usager puisse la prendre en compte, enfin pour soi, quoi, bien la comprendre en fonction de son niveau d'éducation, en fonction de son milieu culturel, de sa langue, euh, pourquoi pas, de son handicap, etc. Et il n'y a pas de mention, à ma connaissance, dans cette loi à ces dimensions-là. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, cette dimension-là a pris une importance particulièrement importante parce qu'effectivement, on a eu le choix entre la contrainte ou la communication. Et on a un petit peu alterné entre les deux. Et on a fait quand même en grande partie le choix de la communication. Mais du coup, il fallait rendre cette communication publique de la part des acteurs publics, qui étaient, comme le disait Axel Assouline d'ailleurs, assez divers et variés entre les instances scientifiques, le comité scientifique avec Jean-François Delfrécy, le président de la République lui-même, le Premier ministre, le gouvernement, là, tout le monde a pris la parole et parfois même si, il y avait une volonté d'ordonner tout ça, ça a été parfois un peu confus. Mais on le voit à ce moment-là, le choix de la communication plutôt que de la contrainte, ou en tout cas l'alternative entre la contrainte et la communication, c'était aussi un véritable choix politique. Et donc on le voit, le choix de la communication n'est pas du tout anodin, il est porteur de valeur en fonction du type de communication qu'on va faire. Et c'est pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui
de la nature de la communication publique. Parce que, comme toute communication, elle a une valeur sociale extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est ce qui fait de la reliance, c'est ce qui relie les personnes à la société dans son ensemble. Voilà. Quand il y a une crise, notamment, une crise sanitaire, une crise politique, écouter la radio, regarder la télévision, lire le journal, c'est ce qui permet de se relier à la société environnante. Et donc, ça, une société, si on veut, en parlant de manière un petit peu pédante peut-être, euh, ça a une dimension ontologique, c'est-à-dire que ça emmène avec soi une compréhension du monde, une compréhension des choses, une interprétation des événements ou des faits. Et ça, c'est quand même fondamental d'avoir conscience de ce pouvoir social et même psychologique de la communication. Et pour continuer à filer un peu autour de la crise sanitaire, on l'a vu dans le choix du président de la République de dire, bah voilà, on est en guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, on est en guerre? C'est tout à fait différent de dire, il y a une crise et on est en guerre. Et donc ce choix de communication avait été, cette métaphore filée qu'il avait faite pendant tout son premier discours, je crois, à la télévision, si ma mémoire est bonne, avait été extrêmement commentée. Parce qu'effectivement, la communication n'a pas qu'une euh, dimension informationnelle, elle a aussi une dimension pratique, c'est-à-dire qu'en fait, elle définit aussi le périmètre de notre action possible, de ce qu'il est possible pour nous de faire en tant que citoyens, de nos choix, de nos possibilités. Donc, à la fois, elle a une dimension sociale et ontologique, c'est-à-dire que euh, est-ce que la communication va venir vers nous? Est-ce qu'elle va être compréhensible? Comment est-ce qu'elle va se représenter? Comment est-ce que les décideurs et les communicants vont se représenter les citoyens? Est-ce que on va être dans une logique paternaliste ou dans une logique d'exposition des choix et de libre décision des citoyens sur les questions? Ça, on peut parler aussi d'écologie. On peut parler de la crise énergétique qu'on a connue il y a 2 ou 3 ans et comment, de la réduction de nos dépenses énergétiques. Et donc, en fait, la communication porte avec elle une véritable conception de la société, de la politique, du citoyen. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça que finalement, des journalistes ont réfléchi aussi à travers la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et elle est très intéressante, cette charte, même si elle ne relève pas de la communication euh, politique ou de la communication publique en tant que ce n'est pas des institutions qui s'expriment ici. Mais cette charte que je vous invite à consulter, elle pose, elle ne pose que des bonnes questions. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on fait intervenir pour parler d'un sujet? Comment on va parler du sujet? Comment on va utiliser les mots? Quels angles éditoriaux on va choisir? Est-ce qu'on va dire simplement Ah, il fait chaud cette année sur la Côte d'Azur? Ou bien est-ce qu'on va parler de quelque chose de plus systémique? Euh, C'est-à-dire ne pas parler uniquement, par exemple, des canicules de manière ponctuelle, mais de montrer en quoi les canicules s'inscrivent dans le temps, en quoi elles ont un impact durable sur la faune, la flore, sur les réserves en eau, et sur la transformation du climat, puis sur l'agriculture, et donc sur le modèle économique de certaines régions, et ainsi de suite, parce qu'en fait, les choses sont systémiques. Donc ça, c'est ce que je trouvais très intéressant dans cette charte. Et un autre point que je voulais vous présenter ce soir, dans la continuité, c'est un guide sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de mes activités au CNCPH, au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Un guide pour mieux parler du handicap dans l'espace public. Et ce guide, il est intéressant parce que précisément, il s'adresse aux administrations, aux hommes politiques, à toutes les personnes qui interviennent dans l'espace public. Dans l'espace public, c'est vaste. C'est tout cet espace entre l'État et les citoyens, avec des administrations qui prennent la parole, des hommes politiques, des médias, des chroniqueurs, voilà, des journalistes. Voilà. C'est tous ces acteurs, des associatifs, qui prennent la parole dans cet espace public. Et on est parti du principe que bien parler des situations de handicap, des handicaps, était absolument fondamental, à la fois dans le choix des mots, qui permet aux jeunes en situation de handicap de se représenter aussi à travers les personnes qui sont là dans les médias ou dans la manière dont on parle d'eux. Ça ouvre ou ça ferme des portes.
Voilà, c'est pareil pour les personnes racisées, pour la communauté LGBT. Voilà. Et donc, on est parti de ce principe-là en se disant qu'il y avait une responsabilité collective à bien parler du handicap dans l'espace public, ce qui ne revient pas du tout à faire une police des mots en disant aux hommes politiques, aux administrations, aux journalistes d'utiliser tel mot plutôt qu'un autre, etc., mais plutôt de poser les bonnes questions, de se poser les bonnes questions avant d'intervenir, de se dire, puisque le langage a un effet sur les gens, puisque, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, il a une dimension sociale, il a une dimension de représentation, et il a une dimension ensuite pratique. Ça amène vers potentiellement de la discrimination, de l'accès au droit ou du non-accès au droit, de l'attention portée ou de la non-attention, dans les services publics, par exemple. Et donc on s'est dit, voilà, on va organiser tout ça autour de 10 questions. Euh, de mieux parler du handicap dans l'espace public. Donc, quand on parle du handicap, qui est-ce qu'on fait intervenir? Quelle place on donne aux personnes handicapées? Est-ce qu'on les présente comme des héros ou comme des victimes? Voilà. Peut-être qu'il faut échapper, certainement même, à cette médicalisation et à cette présentation dichotomique entre héros et victimes, quoi. Soit vous avez bien du courage, soit quelle extraordinaire performance de travailler dans ces conditions-là. Donc peut-être il faut échapper à ça. Se dire aussi qu'une personne handicapée, on n'est pas du tout obligé de présenter sa situation de handicap. On peut aussi la faire intervenir comme un expert sur un tout autre sujet. On peut aussi se dire euh, que finalement, quand on présente le handicap d'une personne, on peut présenter la situation de handicap, ce qui fait dans son environnement que cette personne est handicapée. Et donc pas essentialiser le handicap en disant c'est une personne handicapée, mais de se dire qu'est-ce qui finalement dans son environnement, à ce stade de son existence, peut être handicapant. Pourquoi cet étudiant est handicapé à l'université, s'il y a quelques cours qui ne sont pas accessibles, des salles qui ne sont pas accessibles, des supports de cours qui ne sont pas accessibles ou qui ne sont pas adaptés, etc., etc. Et donc on est parti de ce principe-là pour se dire qu'il y avait un gros travail à faire finalement avec les administrations et avec les hommes politiques et les journalistes, bah, pour travailler sur à la fois les représentations et cette sensibilisation à l'utilisation du langage dans le domaine du handicap. Donc voilà, je vous invite à voir ce guide plus précisément, puis on pourra en parler dans les questions si vous le désirez.